Que fait la science quand elle tombe sur des données qu'elle ne peut pas expliquer? Pas des témoignages douteux, pas des rumeurs, des dossiers. Des centaines de dossiers, constitués pendant plus de 50 ans par une équipe de psychiatres rattachés à une université américaine, avec des protocoles de vérification, des témoins indépendants, des documents d'archives. Des données que personne n'a jamais réfutées, et dont personne ne parle. Il existe, dans les archives d'une université américaine, un ensemble de dossiers que personne n'a réussi à expliquer. Pas des témoignages vagues, pas des récits de seconde main. Des dossiers constitués selon des protocoles de recherche clinique, avec vérification croisée, témoins indépendants, documents d'état civil, parfois même des rapports médicaux ou des photographies. Plus de 2500 cas collectés sur plus de 50 ans par une équipe de psychiatres rattachée à l'Université de Virginie. Le programme a été fondé dans les années 60 par Ian Stevenson, professeur de psychiatrie, ancien directeur du département. Pas un mystique, pas un illuminé, un chercheur formé à la méthode scientifique qui a passé des décennies à appliquer des critères de vérification rigoureux à un phénomène que la plupart de ses collègues refusaient même de considérer. Ce qu'il étudiait, c'était des enfants très jeunes, entre 2 et 5 ans, qui se mettaient à raconter des choses qu'ils n'auraient pas dû savoir. Des noms de personnes décédées qu'ils n'avaient jamais rencontrées. Des adresses de maisons où ils n'avaient jamais mis les pieds. Des circonstances de mort survenues avant leur naissance, dans des familles qui leur étaient totalement étrangères. Et dans un nombre significatif de cas, ces informations se sont révélées exactes. Le problème, ce n'est pas que ces récits existent. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Ils ne rentrent dans aucun cadre théorique accepté. Et pourtant, ils sont là, documentés, vérifiés, publiés dans des revues à comité de lecture. Alors, qu'est-ce qu'on trouve exactement dans ces dossiers? Prenons un cas, un seul, pour commencer. En 1998, un enfant naît en Louisiane, aux États-Unis. Ses parents sont chrétiens pratiquants, plutôt conservateurs, et la notion de réincarnation leur est non seulement étrangère, mais contraire à leurs convictions. L'enfant s'appelle James Leininger. Vers l'âge de 2 ans, James commence à faire des cauchemars. Des cauchemars violents, récurrents, toujours identiques. Il se réveille en hurlant que son avion est en feu, qu'il n'arrive pas à sortir, qu'il s'écrase. Ses parents tentent de le rassurer, pensent à une peur enfantine passagère. Mais les cauchemars continuent. Et surtout, l'enfant commence à dire des choses étranges. Il parle d'un porte-avions. Il donne un nom, le Natoma B. Il dit qu'il s'appelait James, lui aussi, mais pas Leininger. James Houston. Il raconte qu'il a été abattu par les Japonais. Il utilise des termes techniques que ses parents ne connaissent pas. Drop tank, corsaire. À 2 ans et demi, il désigne sur une maquette l'endroit exact où se trouve le réservoir auxiliaire d'un chasseur de la Seconde Guerre mondiale. Ses parents ne comprennent pas. Ils m'ont jamais parlé de guerre devant lui. Il n'a jamais vu de documentaire sur le sujet. Il décide de vérifier, et c'est là que le cas bascule. Le porte-avions USS Natoma Bay a bien existé. Il était en service dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et parmi les pilotes affectés à ce navire, il y en avait un qui s'appelait James Houston Jr. Il est mort en 1945, à 21 ans, abattu par la défense antiaérienne japonaise lors d'une mission au-dessus d'Iwo Jima. Son avion a été touché au moteur, il s'est écrasé en mer. Les circonstances, le lieu, le type d'appareil, le nom du navire, tout correspond. L'enfant n'avait aucun moyen d'accéder à ces informations. Ses parents n'avaient aucun lien avec l'aviation militaire, aucune connexion avec la famille Houston, aucune raison de connaître ce pilote mort 50 ans avant la naissance de leur fils. Le cas a été documenté, les parents ont tenu un journal. Des chercheurs de l'Université de Virginie ont analysé le dossier. Les vétérans du Natoma Bay ont été retrouvés et interrogés. La sœur de James Houston Jr., encore vivante à l'époque, a été contactée. Les détails fournis par l'enfant ont été confrontés aux archives militaires. Tout concordait. On pourrait bien sûr chercher une explication. Coïncidence, suggestion inconsciente, reconstruction a posteriori. Sauf que ce cas n'est pas isolé.
Ce qui rend le cas de James Leininger difficile à écarter, ce n'est pas seulement sa précision, c'est qu'il ressemble à des centaines d'autres. En Écosse, un enfant nommé Cameron Macaulay commence vers 5 ans à parler d'une vie sur l'île de Barra, un endroit où sa famille n'a jamais mis les pieds. Il décrit une maison blanche face à la mer, un chien, des frères et sœurs, un père qui s'appelait Shane Robertson. Il dit être mort dans un accident de voiture. L'enfant pleure, réclame sa cote 0, manifeste une détresse que ses parents ne comprennent pas. Une équipe de la BBC décide d'enquêter. Sur l'île de Barra, il retrouve une maison blanche, face à la mer, où avait vécu un homme du nom de Shane Robertson. La disposition des lieux, la plage voisine, les détails intérieurs correspondent à ce que l'enfant avait décrit alors qu'il n'avait jamais quitté Glasgow. Aux États-Unis, un autre enfant, Ryan Ammons, affirme dès l'âge de 4 ans avoir été acteur à Hollywood. Il donne des détails sur une grande maison, des voyages en bateau, une agence de spectacle. Il dit n'avoir pas eu d'enfant et être mort du cœur. Ses parents, intrigués, cherchent. Ils finissent par identifier un homme nommé Marty Martin, figurant et agent artistique dans les années 40 et 50, dont la biographie correspond point par point aux déclarations de l'enfant. L'équipe de l'Université de Virginie reprend le dossier. 55 affirmations vérifiables. La grande majorité se révèle exacte. Et c'est là que le phénomène devient difficile à ignorer. Non pas à cause d'un cas spectaculaire, mais à cause du schéma qui se répète. Les enfants ont entre 2 et 5 ans. Ils commencent à parler spontanément, sans qu'on les interroge. Ils fournissent des noms, des lieux, des circonstances précises. Ils manifestent des émotions incohérentes avec leur propre vécu. Nostalgie, colère, chagrin intense pour des personnes qu'ils n'ont jamais connues. Et dans une proportion significative de cas, ces enfants naissent dans des familles qui ne croient pas à la réincarnation, voire qui sont ouvertement hostiles. Ce dernier point complique sérieusement l'hypothèse de la suggestion parentale. Pourquoi des parents chrétiens ou matérialistes encourageraient-ils leur enfant à inventer une vie antérieure qui contredit leurs propres convictions ? À ce stade, on pourrait encore objecter que les récits verbaux, aussi détaillés soient-ils, restent des récits. Qu'un enfant peut avoir entendu quelque chose, capté une information sans que personne ne s'en aperçoive, reconstruit une histoire à partir de fragments épars. Sauf que dans certains cas, il n'y avait pas que des mots, il y avait des marques. C'est ici que les travaux de Stevenson prennent une dimension différente. Parmi les milliers de cas étudiés, plusieurs centaines présentaient une particularité troublante. Les enfants portaient sur leur corps, dès la naissance, des marques qui semblaient correspondre aux blessures ayant causé la mort de la personne dont ils affirmaient se souvenir. Des taches de naissance, des malformations congénitales, des zones de peau atrophiées ou décolorées situées à des endroits très précis. Stevenson a documenté ces cas avec une méticulosité inhabituelle. Il photographiait les marques. Il obtenait, quand c'était possible, les rapports médicaux ou les certificats de décès des personnes décédées. Dans certains cas, il a pu accéder aux rapports d'autopsie. Et il comparait. Un enfant en Thaïlande, né avec une marque linéaire à l'arrière du crâne, affirmait avoir été tué d'un coup de machette à la tête. Le rapport d'autopsie de l'homme, dont il se souvenait, mentionnait une plaie tranchante au même endroit. Un autre enfant, en Inde, présentait une malformation congénitale au doigt de la main droite. Il disait avoir été un homme dont les doigts avaient été sectionnés par une machine agricole. Les archives médicales confirmaient l'amputation. Au Sri Lanka, une fillette nommée Purnima Ekanayake racontait dès l'âge de 3 ans avoir été, dans une autre vie, un homme qui fabriquait des bâtons d'encens. Elle donnait le nom d'un village, décrivait sa famille, les circonstances de sa mort. La plupart de ces détails ont été vérifiés, mais ce qui a retenu l'attention des chercheurs, c'était aussi les marques qu'elle portait sur le corps, cohérentes avec les blessures décrites. Ce type de corrélation pose un problème particulier. On peut, à la rigueur, imaginer qu'un enfant capte des informations par des voies ordinaires et les reformule en récits. Mais une tache de naissance ne s'invente pas. Elle est présente dès la naissance,
avant toute parole, avant toute exposition possible à une source extérieure. Elle ne peut pas être le produit d'une suggestion, d'une reconstruction mémorielle ou d'une fraude parentale. Alors comment ces données ont-elles été collectées exactement? Avec quelle rigueur? Et pourquoi, malgré des décennies de recherches publiées, ce corpus reste-t-il si peu connu? Face à des données aussi inhabituelles, le réflexe naturel est de chercher une faille, une erreur de méthode, une source de contamination, quelque chose qui permettrait de ramener ces cas à des phénomènes connus. Les chercheurs de l'Université de Virginie connaissaient ces objections. Ils les avaient anticipées. L'hypothèse de la suggestion parentale suppose que les parents, consciemment ou non, auraient orienté les récits de leurs enfants. Mais dans une proportion importante des cas étudiés, les familles étaient hostiles à l'idée même de réincarnation. Des familles chrétiennes, rationalistes, parfois embarrassées par les déclarations de leurs enfants. Des parents qui auraient préféré que tout cela n'existe pas. L'hypothèse de la cryptomnésie suppose que l'enfant aurait capté des informations par des voies ordinaires, puis les aurait oubliées avant de les restituer comme un souvenir personnel. Mais comment un enfant de 2 ans qui ne sait pas lire aurait-il pu accéder à des archives militaires américaines, à des registres d'état civil indiens, à des rapports d'autopsie thaïlandais? Et comment expliquer que ces informations, souvent très spécifiques, se révèlent exactes une fois vérifiées? L'hypothèse de la fraude suppose une mise en scène délibérée, mais les cas les plus solides ont été documentés avant tout contact entre les deux familles. Les déclarations de l'enfant étaient consignées, parfois filmées, avant que la personne décédée ne soit identifiée. Dans certains cas, les chercheurs ont organisé des tests de reconnaissance où l'enfant devait identifier des lieux ou des personnes parmi plusieurs options sans indice préalable. Les résultats dépassaient significativement ce que le hasard aurait produit. Et puis, il y a les marques corporelles. Une tâche de naissance ne peut pas être suggérée, elle ne peut pas être inventée après coup. Elle est là dès le premier jour, visible, mesurable, photographiable. Et quand sa localisation correspond à une blessure mortelle, documentée dans un rapport médical, l'explication par la coïncidence devient arithmétiquement difficile à soutenir. Ce qui est frappant, ce n'est pas qu'une seule de ces objections échoue, c'est qu'elles échouent toutes, simultanément, sur les mêmes cas. Comme si chaque ligne de défense du scepticisme avait été testée et qu'aucune n'avait tenu. Alors le problème n'est peut-être pas dans les faits. Peut-être que le problème, c'est ce que ces faits obligent à envisager. Ce que ces dossiers mettent en évidence, ce n'est pas nécessairement la réincarnation, au sens où les traditions spirituelles l'entendent. Personne, dans l'équipe de recherche, n'a jamais prétendu avoir prouvé que l'âme migre d'un corps à l'autre selon un cycle cosmique. Ce serait aller bien au-delà de ce que les données permettent d'affirmer. Mais ce que les données montrent, c'est autre chose. Quelque chose de plus modeste en apparence et pourtant bien plus déstabilisant. Elles montrent qu'il existe des cas, documentés, vérifiés, répétés sur plusieurs décennies et plusieurs continents, où des informations précises semblent passer d'un individu décédé à un enfant né après sa mort, sans qu'aucun canal ordinaire de transmission puisse être identifié. Des noms, des lieux, des circonstances, parfois des traces physiques. Et ces cas résistent, un par un, à toutes les explications conventionnelles qu'on leur oppose. Ce qui pose problème, ce n'est pas l'idée de réincarnation en elle-même, c'est que notre modèle actuel de la conscience ne prévoit rien de tel. Dans le cadre matérialiste classique, la conscience est un produit du cerveau. Elle naît avec lui, elle meurt avec lui. Elle ne peut pas transporter d'informations d'un organisme à un autre, encore moins à travers la mort. Or, ces cas suggèrent exactement le contraire. Non pas que le matérialisme soit faux, mais qu'il est peut-être incomplet. Que la conscience pourrait posséder des propriétés que nous ne comprenons pas encore. Des propriétés qui échappent aux frontières d'une seule vie biologique. Et c'est précisément là que le silence devient étrange. Ces recherches existent depuis plus de 50 ans.
Elles ont été publiées, peer-reviewed, jamais réfutées sur le fond. Pourtant, elles ne font partie d'aucun débat scientifique mainstream. Comme si la question elle-même était impossible à poser. Peut-être que ces enfants se souviennent réellement d'une vie qu'ils n'ont pas vécue. Peut-être qu'il existe une explication que nous n'avons pas encore trouvée. Peut-être que la question elle-même est mal posée. Mais ce qui est certain, c'est que les dossiers existent. Les noms sont vérifiables, les dates concordent, les marques sont visibles sur les photographies. Et face à cela, nous n'avons que deux options. Soit ces données signifient quelque chose que notre compréhension actuelle de la conscience ne permet pas d'intégrer, soit elles ne signifient rien, et leur cohérence n'est qu'un hasard extraordinaire, répété des centaines de fois sur plusieurs continents pendant plus d'un demi-siècle. Il faut choisir laquelle de ces deux hypothèses est la plus difficile à croire.